Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville polar. Alors pour commencer, qu'est-ce que le polar? Alors le polar, c'est ce qui fait partie de la littérature policière, qui se divise notamment en trois catégories de récits. Nous avons dans un premier temps le roman policier, qui commence en général par un crime ou un délit. Un enquêteur, au moins, qu'il soit policier, gendarme, détective, journaliste ou un simple citoyen, va mener des investigations jusqu'à retrouver celle ou celui qui a commis le méfait originel. Le personnage central de l'intrigue est donc cet enquêteur que le lecteur est invité à suivre. Dans le polar, on a une construction assez similaire à celle du roman policier, mais cette fois-ci, le récit est vu du point de vue des hors-la-loi. Et le roman noir tourne, lui, moins autour d'un crime ou d'un délit, même si celui-ci peut lancer l'histoire, mais plutôt autour d'une vision critique de la société. L'auteur s'attache donc à décrire la vie d'une communauté, d'un groupe de personnes et d'un individu représentatif de l'état de notre monde. Mais l'esthétique du polar est reprise au sein de nombreux médiums visuels. Par exemple, nous avons dans la série Batman Animated, où dès le générique, le ton est donné et ne quittera que rarement la série. Une esthétique expressionniste, de longs bâtiments qui touchent presque les cieux rouges pour accroître leurs ombres sur une ville en perdition, des mafieux qui utilisent les armes pour se faire entendre et un Batman surgissant de la pénombre et des ténèbres pour combattre le crime. Batman The Animated Series, de Bruce Timm à la direction artistique et de Paul Dini au scénario, prend la tangente de cette modernité et décide de modeler son apparat rétro autour d'une ambiance plutôt proche de celle des polars et films noirs des années 50. Cette déclinaison graphique fait tout le charme de la série, avec ses mafieux et ses multiples femmes fatales, ses sublimes costumes, notamment ceux de Batman ou de Catwoman, ses caractéristiques aussi violentes que cartoonesques avec le Joker qui en est l'exemple le plus prégnant, et permet donc de presque rendre intemporel l'environnement dans lequel se situe cette dernière. Dans l'histoire de l'art, la ville, c'est le décor parfait pour le polar. Ces bâtiments aux perspectives infinies emprisonnent les personnes et les oppressent, laissant constamment planer une menace visible. Mais alors, il faut revenir ici sur la perspective, qui est notamment l'ensemble des règles conventionnelles et codifiées qui vont permettre de représenter l'espace tridimensionnel, ou des parties de cet même espace sur l'espace bidimensionnel perpendiculaire à l'axe du regard. Subjectives, ces règles sont variables dans le temps, l'espace et selon les fonctions des représentations. Nous avons par exemple la perspective axonométrique, avec des lignes de fuite parallèles qui est utilisée en architecture, et notamment pour le dessin industriel, et dans une partie de l'art oriental. Nous avons la perspective byzantine, avec des lignes fuyantes, divergentes. Les objets se présentent comme vus depuis le fond de l'espace figuré. La perspective conique, qui lui a des fuyantes convergences sur la ligne d'horizon située au niveau du regard, et qui est utilisée dans l'art européen à partir de la Renaissance. Et en peinture, on va aussi parler de perspective atmosphérique, qui est notamment liée à l'utilisation de la lumière et de la couleur. Mais prenons l'exemple ici de l'œuvre d'Ambrogio Lorenzi, qui ne connaissait lui pas la perspective à point de fuite unique, qui sera inventée seulement au début du XVe siècle à Florence. Il va privilégier donc, dans le bon gouvernement de la ville, une vue plongeante de celle-ci en multipliant les points de vue sur les bâtiments. Les plans lointains sont traités avec la même précision que les plans proches, et invités à circuler à l'intérieur des scènes, le spectateur va percevoir l'ensemble des activités de la ville et de la campagne, garantes de la prospérité citadine, les multiples échoppes avec leurs artisans et la diversité des activités agricoles. Rembrandt, lui, propose avec la Ronde de nuit la ville d'Amsterdam et sa milice bourgeoise qui la protège. Mais ils sont en désordre, tous regardent de part et d'autre et jamais dans la même direction. On dirait qu'ils sont déjà en mouvement alors qu'on ne distingue aucun ordre de commandement. La compagnie est plongée dans un clair-obscur, une technique qui est utilisée par les Italiens notamment comme le Caravage. La cité semble plongée dans l'obscurité et le désordre règne. Pour Vernet, il n'est pas question pour lui de représenter avec minutie une scène côtière réelle. Mais il faut malgré tout s'inspirer de la réalité pour la transposer sur la toile et la magnifier. Il possède évidemment une maîtrise de la dimension spatiale du paysage. Les paysages de Vernet sont de vastes panoramas, comportant en général 2 tiers de ciel dans la partie supérieure et 1 tiers de mer et de rivage dans la partie inférieure. Ces vastes ciels créent alors une impression d'espace infini par leur surface importante sur la toile et par l'éloignement notamment de la ligne d'horizon qui traverse horizontalement tout le tableau. Et pour l'artiste,
la place réservée à la lumière est absolument essentielle de la composition. La lune, ici, éclaire la composition et lui donne son atmosphère étrange. Dans la première photographie de Nicéphore Niepce, en 1827, l'ombre est ce qui révèle ici l'image. Une vue prise à l'aide d'une chambre noire depuis la fenêtre de sa maison. Une image sur métal qu'il nomme point de vue. Pour différencier cette méthode de ses travaux de copie de gravure, le support, c'est une plaque d'étain, polie, qui est enduite du bitume de Judée, un matériau photosensible. Et son aspect actuel peut être assez déroutant par rapport à ce qui est attendu d'une photographie, même ancienne. L'image des bâtiments, pigeonniers à gauche, toit à droite, et d'un arbre en prolongement du toit est très pâle, mais parfaitement reconnaissable. Les effets du support métallique poli nuisent aussi à sa lisibilité. L'image est constituée de différentes brillances et de matité, renvoyant diversement la lumière. Vincent van Gogh, lui, veut saisir les impressions de l'instant, en insistant particulièrement sur ses effets de lumière. La lumière, c'est l'élément de base de la vision de la perception, et peut fluctuer selon les individus. Van Gogh veut saisir l'atmosphère nocturne d'une petite place dans un village provençal. Le ciel étant dégagé, la lumière a deux sources. La lumière naturelle, provenant des étoiles que le peintre représente comme des fleurs sur le fond bleu profond du ciel, et la lumière artificielle de l'éclairage au gaz de la terrasse du café. Cette seconde source lumineuse, elle est traitée en fait par des tonalités de jaune sur l'auvent et le mur du café, et des reflets sont matérialisés par des touches jaunes sur le pavé. Du XXe siècle à nos jours. Avec Nighthawk de Edward Hopper, on peut se demander si le peintre a représenté un lieu réel en prenant le strict minimum, ou s'il s'agit d'un décor de cinéma. L'angle de vue du tableau, le cadrage, se rapproche de celui d'un film noir. Mais cette vue, qui nous fait entrer dans le tableau, en représentant la scène sous cet angle, Hopper transforme alors le public en spectateur, acteur. Dehors, il n'y a personne, aucune lumière, aucune présence humaine. On se croirait dans une ville abandonnée. La scène est oppressante, tout est triste, lugubre, il n'y a aucune issue ni aucun endroit à regarder pour oublier cette réalité. La construction du bar, elle renforce cette oppression. Les personnages sont enfermés comme dans une prison. Et la seule lumière présente vient de celui-ci. Mais elle ne sert pas à éclairer le tableau. Elle montre plutôt que tout le reste est dans l'obscurité. Il y a une atmosphère presque propice au surgissement de l'action. Fritz Lang, dans M le maudit, en 1931, filme des ombres portées terrifiantes, défilant sur des affiches. Le film présente les habitants d'une grande ville allemande jetés dans la terreur et l'hystérie par un meurtrier d'enfants. Si bien que la police et la pègre se mettent toutes les deux à sa poursuite. Des avis de recherche sont lancés et une récompense est promise. L'esthétique du film noir s'inspire alors du cinéma expressionniste allemand des années 1920-1930 dont est issu Fritz Lang. L'expressionnisme, c'est un courant artistique, une expression plastique. Les artistes dits expressionnistes avaient comme point commun le désir d'aller au-delà d'une représentation esthétique et insouciante de la réalité. Tous étaient prêts à déformer les lignes et les couleurs pour exprimer leur intériorité et déclencher des émotions. Cela donc des œuvres assez oppressantes au style graphique brutal, aux lignes acérées, aux coups de pinceau vigoureux, aux couleurs stridentes, aux formes désagrégées, aux poses antinaturelles. Dans Scène de rue au Mexique, dans les années 60, Cartier-Bresson nous montre un escalier dans l'ombre avec deux silhouettes qui se détachent. Elles nous disent tout de l'art de Cartier-Bresson, composant admirablement sa photo entre le soleil et les ombres. Influencée par les surréalistes, cette photo nous paraît étrange. Les diagonales, formées par les ombres, découpent l'espace comme si on pénétrait dans un cube mi-ombre, mi-lumière. Vera Röhm, dans La nuit et l'ombre de la Terre en 1995 jusqu'à 2006, nous présente une installation avec 12 cubes, des textes en 12 langues. C'est une architecture urbaine, représentant notamment les buildings des mégalopoles, la lumière provenant des fenêtres, une ambiance noire dans un espace dans lequel le spectateur s'immerge. Les installations de Ying Xiuxian lui permettent de montrer en fait les changements rapides du paysage urbain, politique et social de la Chine. Elle va souligner les menaces de la modernisation à outrance et fait peser sur l'écologie et sur l'environnement. Elle utilise alors des objets et des vêtements ayant appartenu à d'autres personnes qu'elle recycle dans ses installations. Et dans chaque ville ou pays qu'elle traverse, elle accumule des vêtements usagés, chaussettes, cravates, jupes, vestes et vieux lainages qu'elle ramène dans ses valises.
Ces vêtements ont été portés par les hommes et les femmes qui ont évolué dans l'espace urbain que Xingqiusen reconstitue en kit à emporter dans une valise. C'est ce qui fait la stupéfiante force poétique de ses œuvres et revient à la source même du roman noir, un attachement à décrire la vie d'une communauté, d'un groupe de personnes ou d'un individu représentatif de l'état de notre monde. Merci à tous, restez créatifs, au revoir.